À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, pour notre dernière audition de la journée, nous recevons le coffret. Mesdames, je vais vous inviter dans quelques secondes à vous présenter. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé, donc vos recommandations. Et on va terminer le tout avec une période d'échange avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir permis cette audience. Alors, mon nom est Lynne Chaloux, je suis directrice du coffret. Mon nom est Edia Anabi, vice-présidente du coffret. Bonjour, Linda Denomé, je suis administratif sur le conseil d'administration du coffret. Bonjour. Alors, parmi nos recommandations, une des premières, c'est au niveau de l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, si vous connaissez le programme Objectif Intégration, nous, on proposerait que tous les immigrants puissent avoir accès à cette formation-là. Les gens qui la suivent nous disent que ça a changé leur vie, c'est pas peu dire. Alors, ça serait de permettre qu'on puisse donner cette formation-là dans un autre format que 8 jours de suite. Alors, pour des gens qui travaillent, c'est pas accessible. Fait qu'on proposerait un horaire mieux adapté pour donner cette formation-là. Ensuite, on aimerait vous sensibiliser au fait que les nouvelles conditions d'accès à un permis de travail ouvert pour les conjoints des personnes qui ont un permis de travail fermé, bien, on exige maintenant un français de niveau 4, ce qui handicape beaucoup les conjointes de nombreux travailleurs. Donc, ces femmes-là ont droit aussi à une intégration. Alors, on vous demanderait une certaine sensibilité pour que ce niveau-là soit abaissé et permettre à ces femmes-là d'avoir accès à un permis de travail ouvert. Ensuite, dans nos recommandations pour favoriser une immigration jeunesse, on aimerait vous sensibiliser au fait que, vous savez, il y a beaucoup d'enfants non accompagnés présentement, là, surtout dans les camps de réfugiés. Et nous, on aimerait pouvoir faire un programme de parrainage de ces enfants-là et qu'ils puissent arriver jusque chez nous par le programme des RPCE, qui sont les réfugiés pris en charge par l'État. Alors, c'est un programme qui va très bien. Nous, ça fait plus de 25 ans qu'on reçoit des réfugiés sur ce programme-là et on aimerait pouvoir parrainer là, à travers ce programme-là des enfants qui pourraient arriver et c'est ce que nous recommandent aussi les représentants du Haut-Commissariat de l'ONU. Ensuite, on aimerait voir comment valoriser les relations entre le MIFI et le IRCC parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une difficulté de recrutement qui fait qu'il y a un manque de personnel au IRCC qui crée des attentes démesurées par rapport au traitement des dossiers et voir comment on pourrait valoriser ce travail-là pour recruter plus de fonctionnaires. Alors, on dirait que c'est un peu décousu notre affaire parce qu'on change de thème, mais on essaye d'y aller le plus large possible. Ensuite, on aimerait vous sensibiliser aussi sur les entreprises défaillantes. Alors, vous savez, présentement au Québec, il y a énormément d'entreprises qui vont sélectionner des travailleurs à l'étranger. Malheureusement, dans nos organisations, pas juste le coffret, là, tous les organismes à travers le Québec, on a à intervenir et à soutenir ces personnes-là quand les employeurs ont une défaillance dans les contrats. C'est-à-dire que les travailleurs temporaires arrivent ici sur un permis de travail de 3 ans, ils travaillent, puis au bout de 3 mois, whoop, il n'y a plus d'ouvrage et ils sont congédiés, se retrouvant souvent là, sans ressources, dans des situations de vulnérabilité et de pauvreté invraisemblables. Et les entreprises, elles vont continuer d'aller sélectionner à l'étranger quand même. Alors, un peu comme les supervisions qui sont faites pour les garants défaillants de parrainage de conjoints, là, il y a comme des suivis qui sont faits. Bien, on aimerait vous sensibiliser au fait qu'il devrait y avoir aussi un suivi avec les entreprises défaillantes qui font en sorte que des employés, des travailleurs temporaires se retrouvent en grande situation de précarité. Ensuite, on aimerait vous sensibiliser aussi à la réalité des organismes communautaires là, au niveau du financement de nos actions. Et cette année, nous avons été très peinés de voir que l'ensemble des transferts fédéraux qui sont faits là, auprès du gouvernement provincial pour accompagner l'intégration des nouveaux arrivants a été coupé. Alors, c'est la première fois que ces transferts-là ne sont pas utilisés entièrement
pour les organismes et les institutions qui ont des ententes pour l'intégration des nouveaux arrivants. Et il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent sur nos territoires et là, on ne peut pas mettre en place les services nécessaires pour accompagner ces gens-là. Alors, on est très préoccupé par cette réalité-là et on aimerait voir comment est-ce possible que les transferts fédéraux qui sont faits, qui sont attribués à l'immigration, bien puissent demeurer pour les organismes communautaires. Ensuite, on voulait voir aussi, il y a certains programmes de votre ministère auxquels les organismes communautaires peuvent avoir accès seulement et seulement si la MRC a un plan d'action stratégique en matière d'immigration. Et quand dans une MRC, au niveau des politiques, les maires qui sont là n'ont pas cette priorité-là, eh bien, c'est les organismes du milieu qui sont pénalisés. Alors, on voulait voir comment on peut s'assurer que dans le développement des compétences locales pour être capable de garder les travailleurs étrangers, d'avoir une certaine rétention par rapport aux nouveaux arrivants, bien, qu'on puisse avoir les services adéquats et peut-être même nous permettre d'accompagner les MRC pour qu'elles puissent avoir là, des plans d'action. Ensuite, comme on vous disait, là, pour le parrainage des enfants non accompagnés, on aimerait être en mesure d'ouvrir un protocole pour favoriser l'arrivée de ces enfants-là qui, pour nous, là, le Québec, le Canada, on est une contrée là, qui avons une responsabilité très importante au niveau du droit des enfants, au niveau international. On a signé des ententes et il y a un engagement, à mon sens, auquel le gouvernement devrait réfléchir pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut être proactif dans ce domaine-là. Et finalement, nous avons, je vous disais un peu plus tôt, là, les cas que nous avons en région là, sont de plus en plus complexes, que ce soit les travailleurs temporaires ou que ce soit les conjoints ou que ce soit toutes sortes. On a aussi des problèmes avec les conseillers en immigration qui parfois vont abuser de la clientèle et on se retrouve dans des situations aberrantes. Alors, dans notre région, on a décidé de mettre en place une petite commission d'immigration locale avec les représentants des deux bureaux de députés qui nous sont très utiles pour régler les conflits. Et là, on a demandé à un représentant du MIFI de pouvoir se joindre à nous et il nous a dit que le MIFI ne pouvait pas permettre à un représentant de participer à une telle activité. Et il nous semble pour nous très important que le MIFI puisse s'asseoir sur des tables. Et c'est certain qu'on comprend que les conseillers du MIFI ne sont pas nécessairement des conseillers en immigration, mais il reste que ce sont eux qui peuvent nous aider à mettre à jour les stratégies, les politiques qui gèrent un peu là, la présence des immigrants là, sur notre territoire. Alors, je ne sais pas si, si vous avez des questions, on est prête à y répondre. Mesdames, merci beaucoup pour cette présentation et ces recommandations. On va donc évidemment entamer la période d'échange avec les parlementaires, avec la banquette gouvernementale pour une période de 16 minutes 30 secondes. Madame la ministre, le micro est à vous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Directrice. Merci à vous trois de prendre part à cet exercice, à cet échange sur ce grand thème d'importance qu'est l'immigration. Vraiment, on apprécie là, que vous partagiez votre expertise avec nous. Et je voudrais commencer, en fait, en vous remerciant pour le travail que vous faites, parce que vous avez un travail d'une immense complexité qui requiert tellement de tact, de diplomatie, d'amour, je dirais aussi, et de générosité. Et vraiment, je suis très contente d'avoir l'occasion de vous rencontrer pour vous remercier de vive voix. Vous êtes un organisme qui est mandataire du MIFI pour, en fait, les réfugiés pris en charge par l'État pour la ville de Saint-Jérôme. Et je vous suis grandement reconnaissante pour votre engagement, votre contribution à la société. Vous permettez au Québec d'être une terre d'accueil chaleureuse et qui offre une seconde chance à bien des gens qui en ont bien besoin. Donc, un immense merci pour ça.
Merci aussi pour vos propositions très concrètes, variées, diversifiées, nombreuses. Vraiment, c'est intéressant de vous entendre parce que vous avez les deux mains dedans, comme on dit. Alors, ça nous permet d'avoir un écho du terrain là, fort apprécié, constructif. Je vous amènerai sur la recommandation à la page 6, où vous proposez en fait d'assouplir les règles pour l'adoption internationale. Pour vous dire en fait que c'est quelque chose qui a été mentionné déjà par d'autres organisations et je me demandais en fait si vous en aviez fait mention, si vous aviez tenté une approche auprès du secrétariat aux services internationaux à l'enfant, qui est en fait l'organisation responsable des adoptions internationales du Québec et qui relève en fait du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, dans notre projet de parrainage d'enfants non accompagnés dans les camps, on a essayé de travailler avec eux et eux nous ont dit d'emblée que c'était impossible pour eux de nous accompagner. Vous comprendrez que le parrainage d'enfants non accompagnés ne peut pas être une adoption parce que tous ces enfants-là, leurs parents, là, on n'a pas de preuve de décès, donc ce ne sont pas des orphelins officiels. Donc, nous, on aurait bien aimé pouvoir travailler avec le secrétariat à l'adoption internationale. On a d'ailleurs travaillé sur les documents d'évaluation des familles d'accueil pour ces enfants-là en utilisant justement les travaux du secrétariat d'adoption avec l'Université du Québec en Outaouais. Et le 6 des Laurentides nous a donné son appui aussi dans ce projet-là de parrainage d'enfants non accompagnés, mais malheureusement, le secrétariat à l'adoption internationale n'était pas en mesure de nous accompagner. D'accord, je vous entends. Merci. Je vous amène à la page 9, où vous mentionnez, en fait, concernant la régionalisation et la pénurie de logements, qui sont maintenant deux dimensions étroitement associées. Vous mentionnez que ça pourrait être intéressant d'avoir des projets de cohabitation qu'on puisse développer et que la coordination de ces projets-là soit soutenue par notre ministère. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce que vous entendez par projet de cohabitation, puis comment est-ce que vous voyez la mise en œuvre d'une telle initiative? Oui, alors c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Ce sont des foyers d'hébergement. Alors, on avait déjà mis ça en place à l'arrivée des Ukrainiens là, au printemps 2022. Et ce sont des familles qui nous contactent pour dire qu'ils seraient prêtes à héberger des personnes immigrantes. Et nous, le problème qu'on a beaucoup, c'est pour les travailleurs temporaires qui arrivent en très grand nombre. Le ministère de la Santé, vous savez, recommande qu'on mette en place des mesures pour que les personnes âgées restent chez elles et qu'on leur offre des mesures là, pour le soutien à domicile. Alors, on veut amalgamer ces deux orientations-là de façon à ce que des personnes âgées qui demeurent dans leur maison et qui ont 1, 2, 3 chambres de libre, puissent accueillir des personnes immigrantes. Alors, c'est une stratégie qui existe déjà en Europe, dans plusieurs grandes villes qui reçoivent là, beaucoup d'immigrants. Alors, nous, notre stratégie, c'est de recruter des familles, les évaluer, puis on a pour ça là, des personnes, on a mis en place un comité directeur là, avec des intervenants chevronnés, je voudrais dire. Alors, on évalue les familles et après ça, quand les immigrants arrivent, on fait un jumelage là, avec les endroits concernés. Et pour faire ça, vous comprendrez que ça prend quelqu'un à temps plein qui travaille pour évaluer les familles, les recruter, faire la formation. Et on veut offrir aussi, pour s'assurer de la bonne qualité du suivi, un accompagnement des familles autant que des travailleurs. Et on a voulu s'adresser au volet 5 là, du programme PACI. Et on nous a dit que le programme était fermé à cause des coupures parce que le transfert fédéral n'a pas été tout attribué à ce programme-là. Alors, on nous a suggéré d'aller vers la MRC. Alors, on est allé vers la MRC. Et là, la MRC, n'ayant pas de plan d'action, on n'a pas accès à de financement encore. Mais pour nous, c'est vraiment un projet très intéressant. On a la FADOC qui est d'accord, qui nous soutient, le CLSC qui est présent aussi. On a les tables régionales et locales des aînés qui sont intéressés à collaborer aussi.
Et pour nous, ben, c'est d'accompagner des personnes qui ont une grande maison, qui ont de la difficulté à entretenir, mais que s'il y avait un coloc qui était avec eux, ben, ça serait beaucoup plus facile pour eux de rester dans leur maison et de répondre à leurs besoins. On a, présentement, on suit encore, on a des familles ukrainiennes qui ont été hébergées, puis on a des familles aussi, on a des travailleurs temporaires, on pratique ça, mais si on veut être capable de faire un recrutement significatif, ben c'est sûr que on a besoin de financement. Puis pour nous, c'est une alternative qui pourrait être implantée partout au Québec. C'est la même problématique partout, hein, les aînés qui doivent fermer leur maison pour aller dans des FPCE. Bien, si on était capable de trouver des alternatives pour qu'ils puissent rester chez eux, puis que les travailleurs temporaires puissent être hébergés. Puis l'hébergement, pour nous, c'est quelque chose là, qui peut être à court terme, le temps que la personne se trouve au logement. Ça peut être à moyen terme. Et dans certains cas, nous, on a vu que ça peut même être à long terme, dans le sens où il y a un peu comme un coup de foudre entre le couple propriétaire puis la personne qui héberge, puis ils le considèrent comme leur fils ou un cousin, puis la personne a fait être hébergée à long terme. C'est clair que ça doit contribuer à l'enracinement des gens et à la rétention des gens dans leur communauté d'accueil. Oui. Je trouve la formule bien intéressante. Est-ce que vous avez un document qui décrit un peu les cas pratiques là, que vous avez? On a l'annexe A dans notre mémoire. OK, parfait. On l'a déjà. Excellent. Oui. Fait que je vais essayer de faire un bout de chemin là-dessus, je vous dirais, parce que je trouve que c'est une formule intéressante. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire. Bien, merci. Merci. Alors, Madame la Présidente, je vais céder la parole à des collègues. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je me tourne du côté de la députée de Abitibi-Ouest. C'est bien ça? Oui. Pour une période de 8 minutes 25 secondes, la parole est à vous. Parfait. Bonjour, mesdames. Merci d'être avec nous. Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter par votre travail. C'est pas toujours évident et ça prend beaucoup d'amour. Alors, moi, j'irai sur la valeur québécoise. À la page 4, vous recommandez que la session d'information Objectif-Intégration ait un horaire plus accessible en étalant sur une plus longue période. Parlez-moi un peu plus de la manière dont ça se passe et des résultats que vous obtenez. Alors, c'est vraiment une formation extraordinaire, là. Il y a comme 24 heures de cours. Présentement, on le donne sur 3 heures par jour, 8 jours 4 jours une semaine, 4 jours l'autre semaine. Mais pour alors, je vais vous parler du contenu. Alors, le contenu, c'est l'histoire du Québec, l'histoire de l'égalité des hommes et des femmes ici, les valeurs qui sont portées par les Québécois, nos structures institutionnelles, la notion de démocratie, ensuite l'intégration sur le marché du travail, les attentes, la façon dont les gens sont en relation les uns avec les autres. Et présentement, le ministère de l'Immigration là, est à finaliser une version adaptée pour les réfugiés pris en charge par l'État qui arrivent. Et vraiment, là, quand on donne cette information-là aux gens, ça les éclaire sur plein d'éléments inconnus qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, nous, on estime que c'est une formation qui devrait être obligatoire pour tous les immigrants, puis obligatoire entre parenthèses, là, sans que ce soit coercitif, mais de le rendre disponible. Et présentement, ben, il n'est pas disponible. Alors, toutes les personnes qui sont en francisation ne peuvent pas le suivre parce que le jour, elles sont à l'école. Les personnes qui arrivent ici puis qui ont un travail, puis c'est ce qu'on veut, hein, qu'ils se trouvent un travail en arrivant, ben, c'est la même chose. Eux non plus n'ont pas accès là, à cette formation-là. Alors, présentement, les gens qui viennent à la formation, ce sont les travailleurs temporaires qui ont droit, par le programme d'expérience au Québec, à une demande de résidence permanente. Et pour avoir accès à la sélection là, de cette résidence-là, bien, il y a une obligation de suivre le cours Objectif Intégration. Alors, nous, on est tout heureux de donner cette formation-là à tous ces futurs résidents permanents, mais en même temps, on considère que c'est tous les immigrants qui devraient avoir accès à cette formation-là. Quelle serait la formule idéale pour vous? Ben moi, je pense que ça pourrait être une fois par semaine, puis ça pourrait même être un samedi matin pour les gens qui travaillent. Et ça pourrait être un soir par semaine, mais une fois par semaine seulement. Et on échelonne ça là, sur 8 semaines, sur 2 mois. Mais à ce moment-là, tout le monde pourrait y avoir accès. Là.
C'est très, très important. Toute la valeur là, d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez, les immigrants qui arrivent des régions là, où c'est le patriarcat qui mène, qui ont connu que ça, ils ne comprennent pas notre culture. Et ils la voient même comme étant quelque chose où si c'est pas eux qui ont le pouvoir, ben ça veut dire que c'est les femmes. Puis on a beau leur expliquer, non, non, c'est égal. Ils n'ont pas cette notion-là d'égalité. Et avec le cours Objectif Intégration, ben c'est très bien expliqué. Puis ce qui est bien expliqué aussi, c'est tout le cheminement historique au Québec. Pourquoi on a ces valeurs-là? Qu'est-ce qui nous a amené à valoriser ça plutôt que ça? Et l'immigrant, dans son parcours, adhère. Tous ceux qu'on a vus, là, tous ceux qui ont participé, ils adhèrent à ces valeurs-là parce que là, ils comprennent pourquoi, comment, et ça leur permet de s'intégrer beaucoup plus facilement et naturellement de respecter aussi nos valeurs. Lynn? Si vous aviez... Pardon. Oui, madame. Je me permets juste de compléter sur ce que Lynn vient d'apporter. L'intérêt aussi de le faire sur 8 semaines, c'est que ça permet de revenir en boucle sur certaines notions qui sont vues et d'avoir une intégration qui est beaucoup plus grande que si on fait un intensif sur 2 semaines. Le 8 semaines permet de créer des liens. Il y a vraiment une valeur ajoutée de l'étaler sur plus de temps, là, autant avec les intervenants qu'entre les participants, là. Si vous auriez à me raconter un succès dans ce cheminement-là, quel serait ce succès? Un succès ou une histoire? Oui, bien écoutez, on a énormément, là, comme je vous disais, de travailleurs temporaires qui viennent suivre cette formation-là parce que ça leur permet d'avoir accès à la demande de résidence permanente. Et naturellement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand les hommes prennent conscience de la façon dont, à travers les années, on parle de la Révolution tranquille, comment on en est venu là, c'est sûr que ça ne s'est pas apparu du jour au lendemain, eh bien, ils comprennent, puis ils arrivent même à se remettre en question pour voir comment ils vont être capables de vivre ça, parce que la plupart, leur famille n'est pas encore arrivée. Alors, c'est vraiment, là, c'est comme si on va semer tout ce qu'il faut pour que, quand leurs familles vont arriver, ils vont être en mesure de bien comprendre leur intégration. Et un autre succès, là, je pense, qui est très important aussi, c'est au niveau de la démocratie. Alors, vous savez, présentement, la majorité des immigrants qui arrivent au Québec, qui soient de n'importe quel statut, là, c'est parce qu'ils fuient quelque chose. Et souvent, ils vont fuir des démocraties un peu abstraites, si je peux me permettre, et de leur raconter comment ici on vit la démocratie, comment elle est ancrée là, dans tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral. Eh bien, il y en a pour qui c'est un choc parce qu'ils ne croyaient pas que ça existait. Et par cet outil-là, bien, on arrive à accompagner les gens pour leur démontrer que nous, la priorité, c'est de maintenir la démocratie chez nous. Et pour maintenir la démocratie, bien, il faut que les nouveaux qui arrivent suivent nos valeurs, embrassent ce qui est important pour nous, pour eux-mêmes devenir des bons démocrates. Je vous remercie beaucoup. Il reste combien de temps, madame? Il reste 1 minute 46. Je vais retourner la question à madame la ministre. Madame la ministre, si vous voulez un petit temps pour remercier... Il nous reste combien de temps? 1 minute 30. 1 minute. Bien, écoutez, je trouve ça fascinant de vous entendre, vraiment. C'est très intéressant, particulièrement sur le volet valeur, mais le volet habitation aussi. Donc, je suis fière que nos personnes immigrantes vous rencontrent, vous côtoient, parce que vraiment, vous leur injectez du Québec. Et je pense que ça leur donne un bel envol et beaucoup d'inspiration pour la suite des choses. Et c'est fabuleux d'entendre que ça change des vies, cette formation. Donc, vraiment, mes salutations aux gens du ministère qui ont contribué à façonner cette formation-là. Et c'est intéressant d'entendre les impacts que ça peut générer. Donc, un grand merci pour avoir participé à la consultation et bonne suite. Et je vous dirais que j'espère que c'est à bientôt. Merci, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci, mesdames. Alors,
à votre trio. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle qui va entamer la période d'échange avec vous pour une période de 12 minutes 23 secondes, ainsi que le micro à la députée de Chaumédé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. C'était intéressant vous lire, mais vous écouter, c'est encore plus le fun. Vous semblez être très humain, très ouvert, très accueillant, de bons Québécois. J'ai plusieurs questions à vous demander. Je pense que je vais commencer avec le fait que vous dites le français n'est pas le seul prérequis pour être québécois-canadien. Donc, vous parlez ici des mesures coercitives devraient être mises en place afin d'encadrer certains comportements non admissibles au Québec, comme l'Australie l'a fait, renvoi de la personne s'il ne fait pas de progrès vers une culture pacifique, respectueuse. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus afin qu'on comprenne? Oui, alors il y a déjà eu au Québec, il y a plusieurs années, là, mon Dieu, 15 ans peut-être, là, en même temps que l'Australie avait fait cette démarche-là, un peu partout dans le monde, les organismes qui accueillent, qui ont des politiques d'immigration, c'est-à-dire qui font de la sélection pour faire venir des immigrants, comparativement aux pays qui n'en ont pas puis que les gens arrivent par milliers, là. De voir comment on fait pour s'assurer de l'intégration culturelle de ces personnes-là. Alors, c'est des valeurs auxquelles on invite les personnes à adhérer. Et il y a des situations où les personnes peuvent avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer. On pense entre autres à des situations où le mariage arrangé, forcé, ou le fait de l'autorité du père sur des filles, sur des femmes, là, qui est des fois démesurée. Eh bien, en Australie, présentement, quand quelqu'un est reconnu coupable d'abus sur les valeurs australiennes, eh bien, il est expulsé. La personne est expulsée, pas sa famille. Alors, la femme, les filles, ils vont rester, mais l'homme qui n'est pas arrivé à changer de comportement va devoir rester. Alors, le Québec, dans cette période-là, avait lui-même rédigé là, une entente similaire et pendant, je ne crois plus depuis la pandémie là, qu'on a remis cette procédure-là, mais les personnes qui demandaient là, à venir s'installer chez nous devaient signer un document comme quoi ils prenaient connaissance des valeurs qui étaient portées au Québec et qu'ils s'engageaient à les respecter. Mais jamais, là, on a pu mettre en place des mesures coercitives, c'est-à-dire que si on reconnaît que quelqu'un a un comportement qui vient vraiment à l'encontre de nos valeurs, qui pourrait être expulsé ou qui pourrait avoir des mesures prises contre lui, là. Puis c'est certain que ce qu'on observe, c'est que si c'est pas coercitif, ça se répercute sur l'éducation des enfants. Alors, on voit des pères qui vont continuer à avoir des comportements très inacceptables envers les femmes, envers l'institutrice à l'école, envers l'intervenante à la garderie. Et on intervient auprès de monsieur, puis après ça, ce qu'on comprend, là, c'est les garçons. C'est les garçons qui ont exactement le même comportement que le père. Et nous, on a même deux petits garçons là, au primaire qui ont été mis dehors de l'école parce que leurs propos envers les femmes étaient épouvantables et c'était le père qui avait ce discours-là là, continuellement. Alors, le fait qu'il n'y ait aucune mesure pour ramener cette personne-là ou de la sensibiliser aux répercussions que pourrait avoir un tel discours, ça met la table à une liberté d'expression là, qui parfois est démesurée. Bien, merci beaucoup. Vous avez amplement répondu à ma question avec un exemple. Je vais passer à l'objectif intégration. Vous suggérez 8 semaines au lieu de 8 jours. Quand est-ce que vous pensez, quelle est votre opinion, parce que vous avez beaucoup d'expérience, quelle est votre opinion, à quel moment faudra qu'ils suivent? Au début,
après 1 an, 6 mois, d'être là ou de temps à autre, quand est-ce que ça serait le meilleur moment? Bien, c'est sûr que le plus tôt sera le mieux, parce que si je vous donne l'exemple d'un père de famille qui est désobligeant avec les femmes, ben, aussitôt qu'il va avoir à être en relation avec les enseignantes à l'école, ben, il faut déjà qu'il ait eu accès au code relationnel puis qu'il comprenne l'attitude qu'il doit avoir avec les femmes. Fait que le plus tôt sera le mieux. Et le plus tôt peut aussi être lorsqu'ils comprendront assez le français pour des personnes qui arrivent et qui ne parlent pas français. Alors, présentement, Objectif Intégration est donné uniquement en français. Alors, il faut quand même que les personnes qui le suivent aient un niveau là, de compréhension acceptable pour pouvoir participer aux échanges, parce que c'est une formation qui est interactive, là. Alors, on veut que les gens s'investissent. Et dans l'expérience qu'on a, les gens n'ont pas nécessairement un niveau élevé de français, mais aussitôt qu'ils peuvent intervenir, comprendre, poser des questions, ben, ça fonctionne et ça leur permet de comprendre là, dans quel coin de la planète ils sont tombés. Ah, ils ont choisi. Oui, oui. Mon coup de cœur, vraiment, c'est la photo des enfants qui arrivent en Italie, je crois, parce que c'est écrit en arabe et je lis l'arabe. C'est écrit « Ahlan wa sahlan bikum fi Italia ». Bienvenue à vous en Italie. Ça m'a fait de quoi regarder ça puis vouloir apporter ça ici. Vraiment très recommandable, puis ça touche vraiment, là. Mais je vous ai déjà entendu discuter ça avec Madame la ministre et je comprends que c'est pas si évident que ça et c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus comment vous allez faire afin de réussir cette mission? Oui. Bien, dans un premier temps, je peux vous dire que on a au Québec un problème de dénatalité. Alors, de faire venir des enfants, on a beaucoup de familles qui seraient intéressées à pouvoir accueillir ces enfants-là. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, pour faire la sélection des familles, eh bien, comme on vous expliquait, là, c'est avec les mêmes critères que l'adoption internationale. Et par la suite, ben là, présentement, on a le cas là, de 2 enfants qui sont au Cameroun. Là, ils ne le savent pas, mais ils sont comme nos cobayes. Et ce qu'on veut faire, là, c'est par le Haut Commissariat des réfugiés. Alors, les 2 enfants, là, ils sont non accompagnés. Dans leur cas, à eux, ce sont vraiment des orphelins. Là, les parents sont décédés. Et avec les représentants du Haut Commissariat qui sont présents dans le camp où ils sont, on va regarder la possibilité de les inscrire dans le processus d'être sélectionnés pour les réfugiés pris en charge par l'État. Alors ça serait très, très simple. Ils sont sélectionnés, puis c'est l'AMI, là, qui est l'Organisation internationale de la migration là, des personnes immigrantes. C'est eux qui encadrent tout le transfert là, des personnes RPCE, là, les réfugiés pris en charge par l'État. Alors, ils seraient accompagnés, puis à la limite, nous, on serait prêts même à se déplacer pour aller chercher ces enfants. Et une fois arrivés ici, alors ils sont pris en charge là, par le coffret. Et c'est un projet là, sur lequel on travaille depuis bientôt 10 ans. Nous avons consulté maintes et maintes partenaires là, pour comprendre les enjeux. Entre autres, on a rencontré là, des bureaux d'avocats pour qu'ils nous aident à voir comment se conformer le plus aux attentes gouvernementales qu'on pourrait rencontrer. Alors, il nous a demandé de rajeunir notre CA pour que les membres du CA puissent être encore là quand les enfants auront 18 ans. Alors, on a travaillé fort pour rajeunir notre CA. Ensuite, on a mis en place un programme d'accompagnement là, pour les enfants qui ont des traumas là, dus à la guerre. Alors, nous, ça fait 25 ans qu'on accueille des réfugiés pris en charge par l'État de on a commencé par l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, l'Afrique, la Colombie, le Bhoutan, la Syrie. Et on a été capable de mettre en place un programme là, famille jeunesse. On a ouvert même un coin là, qui s'appelle l'accueil jeunesse. Et on travaille beaucoup avec les enfants. On fait l'évaluation de tous les enfants réfugiés qui arrivent chez nous pour être en mesure de bien les stimuler pour
que quand ils vont rentrer à l'école, ben, qu'ils atteignent les standards là, pour suivre les autres enfants. Et on a aussi mis en place une méthode qu'on appelle la méthode Faubert. Alors, c'est une méthode pour développer chez l'enfant la confiance envers les adultes puis envers les intervenants. Et ça fonctionne vraiment très bien. Là, c'est de remettre, c'est une stratégie pédagogique de remettre le pouvoir à l'enfant. Puis aussitôt que l'enfant prend conscience que c'est lui qui mène, là, eh bien, après avoir expérimenté ça, il est prêt à suivre n'importe quelle consigne. Alors, nous, on l'accompagne jusqu'à temps qu'il nous fasse confiance. Et une fois qu'il nous fait confiance, on va développer une stratégie d'apprentissage pour qu'il puisse apprendre à suivre les consignes. Et on comprend là, que nous, on a accueilli des enfants là, qui n'étaient jamais allés à l'école, qui avaient 7-8 ans. Il y a même des enfants, des fois, qui arrivaient, là, puis c'était un peu comme des enfants sauvages. Ils arrivaient avec leurs parents, là. Mais des enfants qui sont nés dans les camps, qui n'ont jamais été stimulés. Et grâce à cette méthode-là, ben, on arrive à bien les accompagner et à aller chercher leur confiance pour favoriser leur intégration. Et on a des équipes de suivi aussi qui nous permettent là, d'envisager tout le suivi qu'on va offrir aux familles qui vont accueillir des enfants là, parrainés. Parler très longtemps parce que c'est tellement intéressant. J'aimerais rapidement, il me reste pas beaucoup de temps, vous parler de comité que vous avez fait, une commission immigration. Est-ce que vous trouvez que, je vous ai entendu dire que, bon, ben il y en a qui vont voir des immigrants, qui vont voir des personnes, des conseillers en immigration, là, puis qui se font avoir, disons, en bon québécois. Est-ce que vous trouvez que MIFI, sur son site, sur son comptoir téléphone, devrait avoir plus d'informations? Est-ce qu'il y a une manque d'informations? C'est assez difficile de rejoindre ces personnes-là qui, souvent, vont commencer les relations dans leur pays. Hein, ils vont commencer à faire des démarches avec des conseillers en immigration qui vont faire la promotion souvent dans leur pays d'origine. Alors, les conseillers en immigration, là, il y a beaucoup d'immigrants comme conseillers d'immigration et ils vont souvent faire la promotion dans leur pays. Alors, j'oserais dire les victimes, là, n'ont même pas été sur le site du MIFI. OK? Elles vont passer directement par un conseiller en immigration. Cet été, on a reçu là, 2 femmes qui sont arrivées chez nous et elles avaient fait affaire avec une conseillère en immigration qui leur avait chargé chacune 20 000 $ pour leur avoir un permis de travail fermé avec une compagnie. Et quand les femmes sont arrivées ici, bien, la compagnie n'avait jamais voulu avoir d'employés. Alors, c'était... Je dois malheureusement vous arrêter. Excusez, j'aime pas ça faire ça, mais je suis la gardienne du temps. Mais on a l'essentiel de ce que vous vouliez donner comme réponse. On va terminer, par contre, la période d'échange avec le conseiller. J'étais dans votre histoire. Avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Chargez pas trop cher, s'il vous plaît. On va faire de mon mieux. Bon. Alors, merci beaucoup pour votre belle présentation. J'avais une petite question d'emblée. Vous avez parlé beaucoup de parrainage pris en charge par l'État, mais est-ce qu'il vous est arrivé de faire du parrainage privé de réfugiés à votre organisme ou vous en faites pas? Absolument. On en a, je pourrais même pas vous dire combien qu'on a eu, tellement qu'on en a eu. Là, ça a commencé en 2016 avec les réfugiés syriens. Puis récemment, vous en faites encore? En ce moment, vous avez des dossiers en attente? Oui. Parce que je comprends que depuis 2020, à peu près, c'est assez difficile d'avoir des réponses, que les délais sont difficiles, les accusés de réception. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui. Alors, ce qui est difficile, vous savez, c'est de passer par Arima. Alors, Arima est la plateforme pour avoir accès là, aux informations. Alors, ça a été, dans les premières années, là, ça a été très difficile. On ne recevait pas les messages. Quand il y avait trop de monde qui était sur Arima, on n'arrivait pas à entrer en ligne. Là. Et comme ça, bien, c'était difficile. Des fois, on manquait des documents qui nous étaient arrivés. Et ce qui est difficile, c'est le fait qu'il y a une sélection qui est faite. Là. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de personnes qui vont être sélectionnées. Et on s'aperçoit aussi qu'en région,
parfois, ça peut sembler discriminant. Nous, Saint-Jérôme, on est dans la région métropolitaine, bien malgré nous, n'est-ce pas? Alors, on aimerait ça être une région plus dans la métropole. Mais la métropole a un nombre de réfugiés qu'il sélectionne dans le parrainage. Et puis, il inclut dans ça Saint-Jérôme. Alors, pour nous, là, c'est très discriminant parce qu'on est en région et le nombre de réfugiés parrainés sélectionnés en région n'est jamais atteint. Exactement. Il reste des places là, mais nous, les nôtres, ils ne sont pas acceptés. Fait que ça, là, c'est vraiment préoccupant pour nous. Je comprends. Il serait bien qu'il y ait une redistribution après parce qu'il y a des chiffres qui sont perdus, un nombre de quotas qui sont perdus. À combien vous estimez le délai de traitement en ce moment entre le moment où vous rentrez dans le quota, là, où vous avez une place là, dans le parrainage, puis la personne arrive ici au Canada? Ça ressemble à quoi? 3 ans. 3 ans. Puis ça, c'est des gens qui, par définition, sont à risque de persécution là où ils sont? Absolument, oui. C'est épouvantable. Moi, je pense qu'il devrait avoir, puis vous savez, dans le projet qu'on a là, de permettre l'ouverture d'un circuit d'arrivée de réfugiés là, en Europe, ils ont réussi à ouvrir des passerelles, si vous voulez, là, pour faire en sorte que quand un réfugié est sélectionné et parrainé, il puisse arriver tout de suite pour que le traitement de son dossier puisse être fait sur place ici, plutôt que de le laisser en danger dans la zone où il est réfugié présentement. Puis on comprend là, que ces familles-là sont vraiment dans des situations de vulnérabilité. Ils n'ont rien à manger. Ils vous le disent au quotidien, madame? Ils vous le disent au quotidien, ça va pas bien, sortez-moi, aidez-moi. J'imagine ils vous appellent un peu, ils vous écrivent. Bien, nous, on a des contacts. La majorité des familles qu'on va parrainer, c'est parce qu'on a un lien avec quelqu'un de leur famille qui est dans notre région, parce que c'est ce qui va garantir la rétention. Sinon, si on parraine quelqu'un que personne ne connaît, il va s'en aller en Ontario, à Vancouver ou je ne sais pas quoi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail-là. Continuez de le faire et on va espérer que ça ne prenne pas 3 ans pour vos dossiers actuels, que vous puissiez avoir des réponses, parce que je comprends que vous aidez des gens ultra vulnérables. Vous avez parlé des enfants de surcroît. Donc, continuez votre beau travail, puis j'espère que les délais vont s'améliorer. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette audition. Mesdames, merci beaucoup à mon tour. Là, je vous lève mon chapeau au nom de l'ensemble des parlementaires. Merci pour l'apport à nos travaux. Et